Et la Fletcher a pris sa place pour surveiller Kaka, mais Kaka est passé comme il est passé au-dessus d'Arince. Kaka face à Montessa. Oh, quel exploit! C'est Milan qui mène 2-1. Quel but! Quel but! Printemps 1982, Amérique du Sud, Brésil. Le peuple auriverdé n'attend qu'une seule chose, récupérer sa couronne, celle de champion du monde, abandonnée par la Seleção depuis 1974, 4 ans après son ultime triomphe sur le sol mexicain. Pour l'édition 82 en l'occurrence, l'optimisme et même un certain excès de confiance sont de rigueur. Et pour cause. Emmenée par la génération Zico-Socrates, la sélection brésilienne fait office de grandissime favori du tournoi. Bien plus. Pour nombre d'observateurs, le mondial 82 lui semble déjà promis. Inutile pour Platini, Maradona et Rummenigge de disputer la compétition. Le Brésil fonce tout droit vers sa 4e étoile, pense-t-on alors. Tout le monde l'ignore à cet instant, mais dans quelques semaines, à la surprise générale, la Seleção viendra se fracasser les dents contre l'Italie de Paolo Rossi, avant même les demi-finales de la Coupe du Monde, renvoyant ainsi la plupart des supporters brésiliens à leur pauvreté du quotidien, dans l'enfer des favelas ou ailleurs. Mais en attendant, du côté de Sao Paulo, loin de la misère des favelas justement, dans la banlieue embourgeoisée de la ville, un futur footballeur professionnel a vu le jour, quelques semaines avant le mondial justement. Il s'appelle Ricardo de son prénom, mais tout le monde l'appelle Kaka, en hommage à son frère, incapable de prononcer le terme Ricardo. Né d'une mère enseignante et d'un père ingénieur, son profil et sa tête de premier de la classe, blanc comme un linge, comme ses dents d'ailleurs, tranchent radicalement avec celui des autres membres du centre de formation de Sao Paulo, qu'il intégrera à l'âge de 8 ans. Même chose pour l'équipe nationale espoir du Brésil, dont il portera les couleurs à tout juste 17 ans. Balle au pied pourtant, Kaka n'a strictement rien envie à ses coéquipiers. Bien au contraire. Il est le meilleur, notamment au poste de meneur de jeu, là où il excelle en matière de dribble et de conduite de balle. À Sao Paulo d'ailleurs, un contrat professionnel l'attend, à seulement 18 ans. En résumé, Kaka a tout du monsieur parfait, du jeune homme parfait pour être précis. Beau gosse, souriant, talentueux, promis un grand avenir, et par-dessus le marché, préservé de la misère par les hasards de la naissance. D'aucuns diraient peut-être qu'une telle réussite résulte d'un maraboutage. Aux yeux de Kaka néanmoins, les raisons qui sont à l'origine de cet excès de chance sont claires et nettes. Elle réside dans la foi que lui et sa famille ne cessent de cultiver en Dieu. Une foi chrétienne, d'obédience évangéliste, comme beaucoup d'autres Brésiliens d'ailleurs. Mais aussi croyant soit-il, Kaka n'en demeure pas moins à l'abri des accidents du destin, comme ce jour de l'année 2000 par exemple. Quand, en visite chez ses grands-parents pour des vacances, il glisse malencontreusement sur un toboggan, et surtout, frôle la catastrophe. Sur le coup, la douleur est intense, située à hauteur du dos, sur la colonne vertébrale. Elle fait craindre le pire à toute la famille, l'irréversible. Le diagnostic des médecins est d'ailleurs sans appel. En glissant, Kaka s'est fracturé une vertèbre, la 6e vertèbre. À quelques centimètres près, il aurait tout simplement perdu l'usage de ses jambes et passé le reste de ses jours sur un fauteuil roulant. Mais il va bel et bien s'en sortir vivant et debout sur ses 2 jambes, prêt à poursuivre sa carrière de footballeur professionnel. Aucun doute pour Kaka. S'il a évité la paralysie, c'est bien évidemment grâce à un miracle, à une intervention divine. De quoi le convaincre de cultiver et de pratiquer plus encore sa foi catholique, plus que jamais, persuadé d'être redevable à Dieu et qu'un jour, il sera récompensé, une fois de plus. Sur le terrain en tout cas, sa carrière est en train de prendre la forme d'une ascension fulgurante. Titulaire à 18 ans pro sous les couleurs de Sao Paulo,
et même convoqué en équipe nationale du Brésil. Au Mondial 2002, malgré ses 20 ans et son inexpérience du très haut niveau, il est ainsi sélectionné parmi le groupe des 23 joueurs brésiliens qui iront remporter la 5e étoile de la Seleção. Et ce jeune champion du monde, qui n'a disputé rien d'autre que 19 minutes de jeu lors du tournoi, nombre de clubs européens veulent le recruter. Le recruter avant qu'il ne soit trop tard, avant que sa valeur marchande ne finisse par exploser. Parmi eux, le Milan AC semble tenir la corde lors de l'été 2003. En coulisses, Leonardo, alors directeur technique du club italien, est à la manœuvre. C'est lui qui milite pour son compatriote brésilien. Mais en interne, la concurrence pose problème. Car avec le Brésilien Rivaldo et le Portugais Rui Costa au milieu du terrain, Kaká ne jouera pas, affirme-t-on, du côté des dirigeants milanais. Peu à peu émerge alors l'idée d'un prêt d'une saison à l'étranger. Au Paris Saint-Germain par exemple, là où les dirigeants français cherchent un successeur à Ronaldinho, en partance vers le FC Barcelone. Après tergiversation, décision est néanmoins prise de la part du board milanais de conserver Kaká, au moins pour une saison. Le temps pour lui de disputer près d'une quarantaine de matchs au total et de participer activement au 17e titre de champion d'Italie du Milan AC. Loin du Brésil, l'Europe tout entière s'apprête à découvrir le talent d'un incroyable joueur de foot. Sur les pelouses de Serie A et de Champions League, Kaká pue comme son nom l'indique. Mais il pue le football et donne l'impression d'être né avec une balle de foot scotchée sur son pied droit. Le sens du dribble d'ailleurs semble couler dans ses veines, tout comme le sens du but. À Milan, Carlo Ancelotti a d'ailleurs logiquement décidé d'en faire son titulaire indiscutable désormais, au poste de meneur de jeu, voire de faux numéro 9. Côté personnel, Kaká lui a bien l'intention de ne pas dévier de sa trajectoire initiale, celle qu'il s'est juré de suivre depuis son fameux accident de toboggan. Ce sera la croyance en Dieu et le respect du dogme catholique, jusqu'au bout. Pour l'anecdote, peu après son mariage à l'âge de 23 ans, il admettra lui-même avoir préservé sa virginité, juste par croyance religieuse, et ce malgré son statut de célébrité et de millionnaire. Si tant est qu'elle soit véridique, une telle confidence vaut preuve de la solidité des convictions religieuses du joueur milanais. Surtout si l'on en juge par la silhouette de Caroline Selico, le mannequin brésilien qu'il a épousé en 2005. À titre individuel, l'année 2007 sera sans aucun doute la plus prolifique de toutes pour Kaká, vainqueur notamment de la Ligue des Champions avec Milan, 2 ans après Istanbul, avec en point d'orgue une prestation double XL sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester, ridiculisant au passage à lui tout seul Gabriel Heinze et Patrice Evra, et vainqueur également, loin devant Cristiano Ronaldo et loin devant Lionel Messi, du Ballon d'Or France Football. Mais en foot comme ailleurs, le plus dur n'est pas tellement d'atteindre le sommet de la pyramide, c'est plutôt d'y rester, même quand on est champion du monde, et même quand on vient de remporter la Ligue des Champions. Après le Ballon d'Or pourtant, et malgré l'appel de la Première Ligue, Kaká choisit d'opter pour la continuité. Plutôt que Manchester City ou Chelsea, ce sera le Milan AC, encore et toujours, du moins pour l'instant. Mais déjà, les premiers accros se font sentir, sous forme de blessures d'abord. Brutalement, l'enchaînement des matchs se fait de plus en plus irrégulier. L'exact inverse néanmoins des convoitises sur le marché des transferts. Car après Chelsea et après Manchester vient le tour du Real Madrid de Florentino Pérez, désireux de starifier l'effectif de la Maison Blanche. En plus de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, Kaká viendra donc enrichir à son tour le 11 du Real, contre un chèque d'environ 70 millions d'euros. Pour l'anecdote, Florentino Pérez proposera à sa nouvelle recrue d'endosser le numéro 5 de Zinedine Zidane. En vain. L'héritage de Zizou, Kaká refuse d'emporter le poids. Et pour cause. Une fois expirée l'immunité médiatique dont lui permet de bénéficier son nom et son transfert, force est de se rendre à l'évidence. Au Real, Kaká n'y arrive pas. Enchaîner les matchs relève pour ses articulations de l'impossible miracle.
Et face à la concurrence féroce qui sévit dans le 11 madrilène, le Brésilien n'a d'autre choix que de trouver refuge sur le banc de touche. Malgré quelques étincelles au sortir de l'infirmerie, José Mourinho annonce la couleur dès 2012. S'il aspire à être titulaire indiscutable, Kaka va devoir se trouver un club. Idem pour Carlo Ancelotti la saison suivante. Idem surtout pour l'état-major du Real, qui souhaite absolument se débarrasser d'un joueur inutile, dont le salaire est en plus astronomique. Ballon d'or hier, Kaka devient désormais indésirable. Pire encore, la Maison Blanche se résout à le céder gratuitement au Milan AC, sans la moindre indemnité de transfert. L'hypothèse de la renaissance italienne, sous les couleurs d'un club amour de jeunesse, semble alors séduisante sur le papier. Mais dans les faits, elle n'aura pas lieu. En dehors de quelques frappes enveloppées en lucarne, Kaka ne retrouvera jamais son meilleur niveau à Milan. Un an après son retour d'ailleurs, il finit par quitter la Serie A dans l'indifférence presque générale. Direction Sao Paulo d'abord, son club formateur, puis finalement la MLS, à Orlando, avant la retraite définitive en 2017. L'occasion pour beaucoup ce jour-là de s'interroger sur le pourquoi d'une fin de carrière à ce point-là manquée et de toutes ces blessures à répétition au moment même où Kaka semblait être à l'apogée de sa carrière. À ce genre d'interrogation, certains évoqueront notamment le poids d'une croyance religieuse devenue beaucoup trop envahissante pour lui, notamment sur le plan mental. D'autres, simplement l'incapacité de son corps à assumer la longévité au très haut niveau. Difficile à dire en réalité. Mais dans les deux cas, le sentiment ce jour-là de voir certes filer un merveilleux joueur de football, dont la carrière aurait toutefois pu être encore meilleure, et surtout moins discontinue. Un constat finalement assez peu surprenant, car en réalité parfaitement conforme à la trajectoire qu'ont eu la plupart des génies du football brésilien.